Et donc le projet d'exposition sur l'Iran, c'est aussi bien d'associer la voix, l'image, Ouais, le texte. les photos. Du son. Ça vous inspire? Ah bah oui. C'était une bonne partie de notre travail, le montage du son, où on a travaillé avec un ingénieur sonore, Behnam d'ailleurs, Qui est basé à Shiraz, en Iran. Et c'était aussi excitant que le reste, que l'association des images. Ouais. Et puis travailler avec quelqu'un qui était là-bas, c'était aussi intéressant, source d'émotion aussi. Et surtout qu'il appartient à la génération qui a le mouvement de Femmes, Vie, Liberté principalement en main, enfin des jeunes. D'ailleurs, une question pour vous deux. Ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est un mouvement de femmes, bien entendu, mais est-ce que ça inclut aussi des hommes? Est-ce que des hommes en Iran s'incluent dans ce mouvement? Ouais. Bien sûr, autant que des femmes, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que un mouvement féministe ou concentré sur le problème des femmes, parce que les hommes iraniens aussi, ils ont aperçu autant que leurs femmes, les femmes de leur société n'ont pas de liberté, ils ne sont pas libres non plus. Donc, c'est une des choses les plus belles dans ce mouvement, c'était quand on pouvait voir les hommes et les femmes épaule à épaule, on peut dire ça, shoulder by shoulder, côte à côte, qui se soutenaient et qui étaient sur le champ de... Voilà. Mais c'est pour ça aussi que ça a permis que la société se réunisse et que si ça avait été que les femmes ou que les hommes... C'était pas pareil. Ouais, ça aurait pas eu la même portée, la même... En gros, dans l'histoire récente de l'Iran sur les protestations sociales, c'est pour la première fois où tous les sexes et toutes les classes sociales et toutes les villes et villages de l'Iran ont été réunis dans le mouvement. Parce qu'autrement, dans les mouvements précédents, toujours un mouvement, ça appartenait à une classe sociale. Ou un groupe. Ou des gens au capital. Ou des gens en Provence. Enfin, là, c'est vraiment l'Iran entier. Oui. C'est ce qui fait de ce mouvement un vrai mouvement démocratique. Exactement. Et que ça montre comment la société a mûri. Puis il y a différentes générations, même si c'est forcément plus notre génération, entre guillemets, un peu plus jeune qui porte beaucoup ce mouvement. Les grands frères, les pères, je pense, sont aussi... Différentes générations peuvent se réunir et se battre pour ça. Exactement. Alors, chers amis auditeurs, j'ai oublié de vous présenter Jeanne Gouet et Sajideh Arifi. Charifi, pardon. Et donc, Jeanne et Sajideh sont photographes. Et on va passer un petit moment de la matinée ensemble au micro de Tokyo Radio. Alors, Sajideh et Jeanne, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Il y a un bon moment à l'école nationale photographie d'art, l'ENSP. On était dans le même promo, mais tout de suite, surtout au cours des séminaires critiques, qui étaient une des parties intéressantes de notre école, qu'on s'est retrouvés sur la même page, grosso modo, voilà, sur la production. On s'est rendu compte que visuelle, mais aussi notre intérêt pour la littérature, l'écriture, etc. et associer tout. Vous êtes devenus complices à ce moment-là. Oui, il y avait besoin de soutien dans ces moments-là. Donc c'était bien de trouver quelqu'un qui avait une vision assez proche de la sienne. C'était nécessaire. Exactement. Et donc c'est ensuite que, Jeanne, que tu es allée en résidence? Alors quelques années après, parce que nous on a été diplômés, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Exactement.
Toi, tu es partie à New York? Ouais, pour mon post-diplôme. Tu t'es réinstallée à Paris? Moi, je me suis réinstallée à Paris et on a continué les échanges. Et toi, après, tu es rentrée en Iran, enfin à Téhéran, en 2017. Pour retrouver, j'imagine, en partie la famille et commencer à monter le super projet. Ouais, enfin, G-Art. Alors, dis-nous quelques mots sur ce projet. En fait, c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et c'était à ce moment-là que j'imaginais que c'est possible à réaliser ce rêve. On mettait en relation principalement, en fait, c'était des résidences artistiques entre les photographes iraniens et les photographes français sur une question qui était en fait quelque chose de commun dans leur travail. Et après, le fruit de cette résidence montait comme une exposition et des ateliers, etc., sur place. Donc, on a fait quand même quelques expositions. D'ailleurs, c'était commencé par Jeanne. Donc, Jeanne était en résidence. Ouais. Et toi, tu étais la curatrice. Exactement. Elle m'a invitée à venir... on a travaillé beaucoup en amont, à distance, s'envoyant des mails, des enregistrements audio, des photos. Le WhatsApp, voilà. Je crois que vous l'avez déchiré avec ton... Avec Ferrechté. Ouais, avec Ferrechté. Complètement. Et donc, de cette résidence, ensuite, vous avez décidé de travailler ensemble? Nous, on travaillait en manière très naturelle. On travaillait depuis longtemps ensemble. Genre à chaque fois qu'on était chacun sur un champ de travail ou un projet, on faisait des séances... on demandait des conseils. Des conseils. On faisait des séances de séminaires critiques, disons, un petit peu, et spontanément. Donc, souvent, les moments de notre socialisation, c'était quelque chose entre l'amitié et la photographie. Cela, c'était toujours très naturel entre nous. Et puis, oui, peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus officiellement une collaboration cadrée. Oui, là, c'est vraiment avec le laser vert, quand tu es rentrée en France l'année dernière, qu'on a vraiment, officiellement, entre guillemets, lancé un projet. Collaboré. À deux. Alors, chers amis auditeurs, j'ai oublié de vous préciser un truc important, c'est que Jeanne et Sajidé sont photographes. Voilà. Je crois que et donc, je l'ai dit? Oui, je crois que j'avais oublié. Déjà mentionné. Et le laser vert, c'est le travail que vous avez réalisé, c'est la dernière collaboration que vous avez réalisée ensemble. Ouais. C'est sur Femmes, Vie, Liberté. Ouais. Ouais. Oui, je pense que tu avais dire ça. Oui, non, c'est... Si. Vas-y. Non, c'est... Oui. En fait, ce qui est intéressant... en fait, à l'époque... On est good, on y arrive. Non, à l'époque, quand ce projet a été commencé, il n'y avait pas encore le mouvement de Femmes et Liberté. Parce qu'auparavant, j'avais travaillé sur le projet de Mémoire aveugle et le projet de Sarah et le projet des migrantes. C'était toujours à propos des questions... ça questionnait la situation de femmes iraniennes, soit en Iran, soit en exil. Avant le mouvement. Voilà, tout ce que je faisais auparavant. Ouais. Et Jeanne, elle était pareille quand elle est arrivée en Iran. En fait, la première chose, je crois qui l'a accrochée, c'était la différence de la vie des Iraniennes à l'intérieur et à l'extérieur, dans l'espace public et dans l'espace privé. Donc, c'était... La différence de comportement, la différence de vêtements, de dialogue, de tout. Vraiment en mouvement autant mental que physique, concret. Total, quoi. De différentes personnalités. En tant que Française qui arrive pour la première fois là-bas, c'est un choc assez violent de voir cette différence-là. Et de le vivre. Et tout le temps, tu parlais, je me rappelle que tu utilisais le mot contraste. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de contrastes. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que, pour nous, ça passe pas naturel, mais on s'en habitue. Intégré, digéré, on a habitué. Même peut-être plus que la génération de ma mère ou ma grand-mère, parce que nous, ma génération est
celle d'après, on était nés après la révolution islamique, donc c'était toujours comme ça. Mais c'est vrai qu'à J-Art aussi, l'espace que tu avais créé de galeries, de cafés, d'expositions, on était quand même relativement assez libre à l'intérieur, en tout cas en dehors des horaires d'ouverture. Et on retrouvait très rapidement cette alchimie, déjà dans l'équipe, parce que tu avais réussi à trouver des hommes et des femmes qui travaillaient avec toi, qui étaient très proches. Et il y avait aussi déjà cette détente, en tout cas, ou cette proximité entre hommes et femmes, entre femmes, entre nous, qui était très agréable et qu'on retrouvait du coup beaucoup par la suite dans les appartements, dans ta famille, chez les amis, pour les soirées d'anniversaire, soirées de lecture de poésie, tout ça. Et j'avais une question, là, mais j'ai oublié. Je t'écoutais attentivement, Jeanne, et ça j'ai aidé. Le laser vert, pour nos amis auditeurs, qu'est-ce que c'est ? Oui, en dire quelques mots quand même. Alors, quelques mots, puis on reviendra, j'imagine, plus dessus en profondeur. On va revenir sur tout. Mais pour comprendre, voilà, pour expliquer quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet encore, c'est une association d'images, donc faite par 2 photographes, une partie de l'image sont des photographies réalisées au numérique pendant les manifestations, principalement à Téhéran, mais aussi ailleurs dans le pays, qui sont du coup forcément d'un point de vue visuel des images pas forcément cadrées, floues, où il y a une tension et un rythme dans l'image qui est très fort, qu'on a décidé d'associer avec des images qui au contraire, elles, ont été prises à l'argentique, sont beaucoup plus douces pour des raisons techniques qui sont aussi très sombres, parce qu'en soirée, il n'y a pas beaucoup de lumière qui fait écho à une intimité et une douceur du moment. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de détails sur les images. Les pellicules que j'ai réussi à trouver à Téhéran aussi avaient eu très très chaud. Je pense que ça a un peu altéré aussi la qualité des images. Et on a décidé... Donc là, ça, c'est des images qui présentent vraiment des frères et des sœurs, des couples, des amis qui juste discutent et passent des moments ensemble, à l'intérieur, vraiment. Et on a décidé d'associer ces 2 images. C'est là où le talent de SageD pour raconter des histoires est venu, était très important. Et voilà, ça c'est une partie du... Mais comme d'habitude, quoi qu'il soit, les projets personnels de Jeanne ou les miens, et surtout cette fois-ci, le laser vert, l'écriture, c'était une partie indispensable. Oui. Et autant que le projet il se développait via les images fixes, via l'écriture, etc., on a aussi réfléchi, on avait des bouts de vidéo, du son qu'on avait amené de moments de production. Et voilà, c'est pour revenir au début de notre conversation. Là aussi, on a parti sur la piste de production d'une bande sonore qui correspond aux images, aux mouvements et ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. C'était vraiment qui ça. Qui résonne vraiment, voilà. Une super vidéo que j'ai eu la chance de voir lors de la remise des prix du concours lancé par Photodoc et dont vous avez été les lauréates. On est vraiment... Très très belle vidéo. Je suis très très sensible à l'association de sons, mots, images et vraiment c'est très chouette. Bravo pour ce que vous avez réalisé. Merci. Merci et puis je crois que c'était vraiment le potentiel de projet qui... Puis c'était un super moment de travailler sur ça, justement, sur ce texte où SageD me racontait beaucoup. Forcément, ça venait d'elle, ces mots. Et après, d'arriver, elle me contextualisait toutes les images qu'on regardait, qu'elle avait ramenées. Et après, il fallait trouver les mots dessus, les mots justes, faire des phrases parfois courtes, parfois plus longues pour expliquer ce qui se passait de façon concrète, mais aussi un peu... poétique, c'est un mot difficile à employer, mais un peu plus... En fait, oui, c'était vraiment une question importante. Comment amener le sujet pour ne pas tomber dans les trucs politiques, dans les trucs idéologiques, dans les choses très poétiques ou romantiques. Ne pas rester très neutre en manière journalistique. Donc, ça aussi, c'était une bonne séance, des bonnes séances de travail. Ce qui n'est pas facile en soi, particulièrement pour trouver toi. vraiment un moment. Tous les deux, on était influencés. Moi,
Je ne sais pas si tu te rappelles la fin de la vidéo, quand on voulait enregistrer le texte que j'avais écrit sur Yalda. Quand on voulait enregistrer, on s'est mis d'accord que ça sera Jeanne qui va terminer de lire ce texte. Oui, lire ce texte, parce que c'était moi qui l'avais écrit. Et je ne sais pas combien de fois on a coupé parce que Jeanne, elle se mettait en arme. Ah oui. Donc, c'était... effectivement, je crois que j'ai entendu dans un de tes podcasts où, je ne me rappelle pas qui, mais c'était un photographe qui disait que une fois notre travail à l'extérieur, c'est sur le mur où on est vraiment en nu. Tu vois, parce qu'on a passé tellement de moments émotionnels, mais pour la présentation, il faut garder quand même une certaine retenue. Oui. Retenue professionnelle que, voilà, encore un autre contraste. L'émotion, c'est la vie. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, cette émotion, elle est encore là, présente. Ah bah oui. Non, moi, si je Toujours. pense à Yalda, ça me... c'est reparti. Alors, ma question est revenue en mémoire. Et, donc, l'habitat, le chez-soi, c'est devenu une forme de refuge. En Iran ? Non, oui, en Iran, bien sûr. Comment est-ce que c'est perçu par... C'est une bonne question. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses ? De l'extérieur, en tout cas, ouais, avec un regard extérieur. Moi, je me suis sentie... Ça répond partiellement à la question, mais extrêmement chanceuse de pouvoir rentrer dans ces lieux-là et que les gens me fassent confiance pour partager des gâteaux d'anniversaire, pour accepter d'être pris en photo, même si, voilà, parfois certaines femmes me disaient « Ok, mais que de dos, parce que je veux pas qu'on voit mon visage. » Et sur le côté... En tout cas, c'est vrai qu'il y avait une telle... En tout cas, sûrement, j'imagine un sentiment de sécurité, parce qu'il y avait une liberté dingue. Enfin, on chantait, on dansait, on buvait. C'était... Il y avait plus de... Enfin, moi, je ressentais très peu l'inquiétude. Comme si rien se passait ? Pas comme si rien se passait, parce que pour le coup, les discussions pouvaient être centrées aussi sur ça. Donc, c'était pas une non-conscience de ça, c'était un espace de liberté où, justement, les mots pouvaient sortir, les corps pouvaient bouger. On pouvait boire, fumer, danser, chanter, socialiser. Les rideaux fermés, mais ouais. Ouais, voilà, toujours derrière les rideaux fermés. Est-ce que la photographie en Iran, c'est inscrit dans la culture populaire ou énormément. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est ancien? Comment En fait, ce qui est intéressant, c'est une très belle question que tu as posée. Enfin, dès le début de l'histoire de la photographie, on a la culture en Iran, parce que à l'époque, Nasser-Eddin Shah, le roi Qajar, il était hyper intéressé par ce médium, et son père, il a offert depuis jeune âge, lui a offert en fait une des premières en fait boîtiers photographiques russes. Après, il y a cette compétition entre les Anglais et les Russes pour présenter leur technologie améliorée au cours du roi en Iran. Et il y a même des femmes dans le cours qui apprennent à la photo, et ils commencent à photographier leurs environnements. Voilà, oui, tout de suite, ça devient une coutume d'aller aux ateliers et faire des photos souvenirs, même dans les différentes classes sociales. Et puis, la tradition de la photographie documentaire aussi, c'est une longue histoire, vraiment dans le même rythme que les pays en Europe. Et c'est une partie importante. Avoir un album photographique ou avoir le pratique de la photographie, même aujourd'hui avec les smartphones, pendant le voyage, etc., c'est une partie importante des habitudes des Iraniens. Comme témoignage ? Toujours.
je crois que c'était dans un pays où tout passe en air comme ça, qui est très basé sur l'oral, qui perd ou son histoire ou que l'histoire... Sur la transmission orale. Oui, exactement, pardon. Et où l'histoire est volée ou transformée dans les différents partis politiques. Donc l'image fixe, la photo, ça vient vraiment comme un moyen de témoignage, même aujourd'hui. Surtout encore aujourd'hui. Ouais. C'est dangereux de photographier dans la rue? Pas forcément, ça dépend de quoi tu photographies, dans quel environnement et quelle ambiance. Mais effectivement, en fait, auparavant, moi, j'ai principalement mon travail en tant que photographe, c'était photojournaliste en Iran. Et souvent, on était autorisé d'être présent avec notre boîtier professionnel, avec notre carte presse, jusqu'à il y a longtemps. Mais j'ai entendu des colloques plus officielles, non, ou des commandes ou des... Non, c'était vraiment les photos pour des journaux. Oui, voilà. Donc, mais vraiment à partir d'un moment où c'est mon hypothèse personnelle, quand les réseaux sociaux se développent en Iran et que les journaux sont de moins... en fait, les journaux quand même sont contrôlés par l'État. Et ils ont une liberté d'expression, mais quand même un peu élastique, quoi. Mais je crois qu'à partir de... Les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés? Ils sont déjà filtrés. Il faut avoir des anti-filtres, etc. pour y entrer. Sauf des réseaux sociaux nationaux que personne n'est dessous. Sauf eux-mêmes. Donc c'est à partir de ce moment-là où l'autorité est devenue sensible aux présences des photographes. Et nous, comme d'habitude, en fait, moi, je me rappelle que le premier jour, en fait, le lendemain du décès de Mahsa Amini, on était avec notre boîtier dans le point où c'était annoncé pour faire une manifestation, etc. Et on était plusieurs femmes. Il y avait Yalda Mayeri, il y avait plusieurs collègues et on était avec notre boîtier et tout d'un coup, dans une manière très violente, on était attaqué par les forces de sécurité. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, c'est jouer avec ta vie, quoi. Et après, j'ai réfléchi beaucoup, comment on peut faire ça, comment je peux continuer, parce que pour moi, c'était pas possible de participer. Moi, je participais comme tout le monde, en fait, dans les manifs, etc. Mais participer dans ces manifs, ne pas enregistrer tous ces moments, c'était hors de question. Et j'ai pensé aux différentes choses, au conseil des collègues, des amis. Je suis partie sur un GoPro, téléphone portable, etc. Et finalement, j'ai découvert un petit Sony sans objectif, qui était un petit peu comme les anciennes smartphones, et que je pouvais tenir en main et qui n'avait aucune connexion au Wi-Fi, l'Internet, GPS, etc. Donc, vraiment en manière. Et qui me donnait des images de bas de qualité, mais quand même assez correctes, je veux dire. Et pour moi, à ce moment-là, c'était suffisant parce que, voilà, c'était juste cette soif, ce besoin, plus fort que moi, d'enregistrer et d'être témoin de ce qui se passait dans la rue. Et forcément, moi, j'étais une des personnes dans plusieurs manifs qui étaient là. Mais voilà, Tu disais, il y avait qui avec vous? Yalda Mayeri. En fait, elle était arrêtée par... c'est une photographe talentueuse qui travaille depuis longtemps en tant que photojournaliste, photographe documentaire. Elle est un petit peu plus âgée que moi. Elle appartient à
génération avant nous. Mais, je veux dire, et voilà, elle était tout de suite arrêtée par la police. Et elle était en prison pour assez longtemps. Et après, quand elle était sortie de la prison, elle était condamnée de travailler en tant que ces gens qui balaient la rue et qui ramassent des poubelles, qui était déjà un truc très sympa. Mais bref, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a commencé à photographier des femmes qui a rencontrées en prison à ce moment-là, après sa liberté. Et très récemment, en fait, elle a eu une exposition magnifique sur le mouvement aux États-Unis. Et là, elle habite d'ailleurs aux États-Unis. Donc elle a réussi à quitter l'Iran. Ouais. Oui. Il faut dire réussir quand même. Non, mais... Oui, elle est exilée actuellement aux États-Unis. Parce que pour un photographe documentaire, doesn't make sense si tu n'es pas sur le champ. Enfin, c'est pareil pour moi. Enfin, c'est que toujours, il faut toujours, tu cherches en fait des alliances qui peuvent t'approcher en fait au champ où tu as tes questions principales. Oui, mais là, il y a cette distance qui fait que qu'il faut réussir à intégrer. Notre projet récent, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on a un deuxième projet, là, deuxième collaboration, qu'on est en train de développer. Voilà. Et il y a aussi cette grande question de la distance, de quand on n'est pas physiquement sur le lieu qu'on voudrait restituer photographiquement, ou qu'on n'est pas proche des personnes qu'on voudrait photographier. Comment on fait pour quand même le montrer? Comment la photographie peut... Et là, c'est un travail sur la mémoire. Oui, aussi. La mémoire, la distance. Des potentiels de médium photographique. Parce que ça commence par une très belle histoire. Et voilà. Je vous invite à écouter l'émission avec Christine Delory-Momberger, qui parle de ce sujet-là. Ah bah, parfait, ça va nous inspirer. Très important. Ouais. Je disais qu'elle a réussi à quitter l'Iran et ça semblait pas être le bon terme. J'aimerais bien que tu m'expliques en fait comment ça se passe. À quel moment tu décides de quitter l'Iran? Pourquoi? On imagine bien pourquoi, hein, mais... En fait, je crois que tu ne quittes jamais ton pays. Enfin, c'est impossible. C'est ta mère, c'est ton identité, c'est ton territoire, c'est tout ce que tu es, tout ce que tu as. Donc, mais effectivement, certains, on voyage, on expérimente, on s'émigre. Enfin, on va tenter les différents territoires. C'était comme à l'époque, quand je suis arrivée en France, pour des raisons variées, mais je ne me sentais jamais comme ça, quitter mon pays. Mais la dernière fois, quand j'ai pris le vol Ryanair de Téhéran à Paris, je me rappelle que dans l'avion, c'était ça en fait, c'était la première fois que ce sentiment me venait. Est-ce que je serais plus jamais capable de... Pardon? Non, c'est ça, est-ce que je pourrais retourner, oui, voilà, sur ce pays. Donc... Oui, mais ce qui fait que ce n'est pas la même approche que quand tu es venu, par exemple... en France, à Paris. Oui, et du coup, pour Yalda Mahiri, j'estime que ça doit être la même chose. Peu importe combien d'années on vit à l'étranger, ou dans un autre pays, ce qu'on fait, si on voyage, etc. Mais quand tu es obligé de partir pour telle raison, oui, c'est vrai que politiquement, il faut dire que tu as réussi, parce que tu n'es plus en prison officielle, mais... En fait, on t'a produit une autre prison. Et voilà, souvent, c'est ce mot qui vient dans les médias iraniens par les islamistes radicaux, que si vous avez un problème, partez. Et c'est pas comme si on me donne la liberté, mais non, c'est toi qui dois partir. Voilà. On a bien compris. Voilà. C'est à eux de partir. C'est ça. C'est clair.
J'ai posé cette question la semaine dernière à Reza et Rachel. Si c'était un rêve pour eux, la même question évidemment, bon, un peu bête quand même, mais est-ce que c'était un rêve pour eux de retourner un jour en Iran, à Téhéran, et exposer leur travail? Et qu'est-ce que ça représente? Un rêve, j'imagine bien, oui, mais qu'est-ce que ça représentait vraiment pour eux, profondément? Et oui, bon, ben, vous écouterez la réponse. Ouais. Bientôt. Mais, vous avez mis la suspense. Parce que moi, je suis très curieuse de voir ce qu'ils répondent, en fait. Alors, cette exposition, le laser vert, on va l'exposer bientôt. Hein. Donc, je ne sais pas à quel moment sera diffusée cette émission. Ça sera certainement avant l'exposition. Mais j'ai vraiment hâte de créer cette belle et grande exposition autour de l'Iran avec votre travail, avec celui de Reza aussi, et puis plein d'autres surprises. Donc voilà, c'est officiel, au micro de Tokyo Radio. Et parlez-moi un peu de ce nouveau projet qui est en réflexion, qui est déjà commencé, sur la mémoire. C'est parti de où? J'aime bien la naissance des projets. C'est parti d'une très très belle histoire qu'on a racontée à SAGD et que SAGD m'a racontée, que je te laisse peut-être dire du coup. Vas-y, moi j'adore l'entendre à chaque fois. En fait, on m'a raconté une histoire par un ami photographe ou dans un petit atelier photographique à Ispahan, en Iran. C'est vraiment au début de la photographie numérique où il travaillait parce que il savait comment manipuler la boîtier, des ados, Photoshop, etc. Et il me racontait que mensuellement, il y avait un jeune homme afghan qui venait à son atelier avec un cliché, une photo. Qui était un atelier de photographie au début argentique et classique. Et qui était en train de basculer peu à peu à la numérique, etc. Et à chaque fois, il venait avec une photo et la même photo de lui et son frère, et des différentes photos, lui tout seul, dans les différents endroits, dans la nature, dans un lieu touristique, dans une rue, etc. Et il demandait de rajouter son frère à cette photo-là. Et au bout d'un moment, il lui pose la question, qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que ça se répète sans cesse. Et là, on découvre que son frère, en fait, son frère et lui, ils étaient immigrés illégalement en Iran, pour la mauvaise situation en Afghanistan. Et tous les deux sans papier, effectivement. Et ils travaillaient dans le chantier et que son frère, il était mort. Je crois qu'il était tombé, accident de travail, donc pas d'assurance, etc. Et c'était via ces photos qu'il envoyait à ses parents en Afghanistan et qu'il a donné une vie à son frère pendant des années et des années. Et j'ai entendu cette histoire il y a peut-être 15-20 ans, mais j'ai toujours retenu cette histoire et le miracle de la photographie et les rêves qu'elle peut vendre et les vies qu'elle peut donner. Et est-ce que c'est vraiment... Et l'espoir qu'elle donne aussi. Et l'espoir qu'elle donne aussi, et que, voilà, ce qu'on discute beaucoup, qu'est-ce que c'est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on ne montre pas. Exactement, et que la photographie est énormément menteuse. Mais qu'elle peut aussi aider... comment elle peut aider potentiellement à retrouver des souvenirs, des odeurs, des gens. Et donc cette histoire, tu l'as gardée dans un coin de ta mémoire pendant toutes ces années? Pendant 2 décennies à peu près. Ouais. Et là, je crois qu'on a un petit peu... on a tous les deux les mêmes intérêts sur les photos d'archives, les albums familiales, les photos, comment dire,
amateur, spontané, etc. Ouais, vraiment les photos de famille, quoi. Oui, enfin un petit peu, oui, de différentes variations, etc. Donc, on a pas mal de matériel. Oui, on s'est rendu compte qu'on en avait plus que ce qu'on pensait. Et puis, tous les deux, on a vraiment cette habitude de produire dans la vie quotidienne. Enfin, on a toujours notre boîtier avec nous et sans cesse, on est en train de faire la photographie, prendre la photo en manière sensible, spontanée, sur le champ dans les différentes situations. Oui, le discours arrive après en général et pas avant. Il y a d'abord la production photo et après on produit et après on trouve que le sens qu'il a. Jeanne publie de très belles photos sur son compte Instagram. Ah, merci Boris. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai quitté l'Instagram depuis un moment. Il faut te remettre. En fait, depuis que je... Ouais, mais là, Et comment ce projet est ressorti au bout de presque 20 ans? Jeanne, elle a perdu son père il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais perdu c'est ça, ouais. ma famille après mon retour il n'y a pas longtemps. On en discute, on est des amis quand même. On discute sur les points tristes, mais aussi les trucs joyeux. Et voilà, ça est venu très naturellement. Et un jour, je dis à Jeanne, tiens, il y a cette histoire et peut-être qu'on peut faire quelque chose parce que toi, cette production, on a ces archives. Toi, tu penses que... En fait, elle se disait, quand j'étais à tel endroit à Shiraz, j'aurais bien aimé que mon père soit là pour... à l'époque, ton père, il était vivant, mais bon, c'était pas possible. Il n'était pas... Il n'était pas sur place. Voilà. C'est cette idée. Et là, moi, je me balade à Paris et tu voudrais que tes parents soient là. Voilà, mon père, ici, à Père-Lachaise, il va adorer ce truc. Et là, d'ailleurs, j'ai une photo, tu vois, c'est pour de vrai. On dirait un montage, d'ailleurs, cette photo. C'est pour de vrai, mais pour moi, c'est un rêve, parce que... On voit tes parents, alors juste comme... Donc, ta maman... 10 millions de fois, je suis passée ici, pour la première fois, en fait, à Père-Lachaise, en fait. Donc, c'est ta maman et ton papa? Ouais. Qui sont venus il n'y a pas longtemps, là. Après, je les ai vus après 2 ans et quelques. Ouais. Et tu les as emmenés là, dans des lieux que... Voilà, donc on s'est dit que, on ne sait pas encore comment exactement ça... il faut qu'on avance, mais voilà, il s'agit vraiment des photos de territoire. Ouais, de lieux. Et des lieux, voilà. Et des photos d'archives. Voilà, oui. C'est un très beau projet. Pour nous, oui, et aussi surtout les questions philosophiques qu'on se pose sur le potentiel de la photographie et l'histoire de territoire et des portraits. Donc pour nous, c'est aussi en quelque sorte un creusement philosophique du médium artistique qu'on de l'image. Pratique. Ça va être top. Ouais. Merci beaucoup. Merci, franchement, merci beaucoup pour pour cette belle conversation. Il y a énormément d'émotions là au micro de Tokyo Radio. Je vous en parle même pas. Voilà, mais bon, ça se sent évidemment alors moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'émotions. Nous aussi. Je crois que c'est naturel. Alors SAGD, Jeanne et SAGD, merci. On va se revoir très très vite et puis on va travailler un petit peu ensemble aussi, c'est cool. On sera ravis, Boris. Voilà. Merci. Merci d'être venu au micro de Tokyo Radio. À très vite. À très bientôt. Au revoir.